Le prix Veil ne rend pas seulement hommage à une femme exceptionnelle. Il rend hommage à ce discours qui, en 1974, à l'Assemblée nationale, change des milliers de vies. Et il rend aussi hommage à toutes les personnes qui ont écouté ce discours et qui en ont été bouleversées de soulagement et de joie. Ce concours, il rend hommage à la parole. Et c'est parce que tout le monde a le droit à la parole, a le droit de faire entendre sa voix, que les tribuns existent. Car les mots ne sont pas que des mots, ils sont des vecteurs, des transformateurs, ceux qui lient et délient, ceux qui mentent et ceux qui éclairent la vérité. Ce soir, toutes les personnes présentes dans cette salle marquent l'histoire. L'histoire des tribuns, mais aussi l'histoire de Sciences Po Toulouse. Car pour la première fois depuis sa création en 1948, notre école sera officiellement dotée d'un meilleur orateur ou d'une meilleure oratrice. Ce soir, certains des orateurs sont des proches de Dimitri Bain. D'autres l'ont découvert il y a peu, et d'autres encore le connaissent depuis longtemps, le voyant et le surveillant de loin au fil des années, pour enfin revenir vers lui. Avec des discours de plus ou moins 7 minutes sur des sujets imposés, chaque orateur devra nous faire rire, pleurer, nous convaincre et nous persuader, pour tenter d'être choisis par les jurés. Ils pourront tout utiliser pour leur permettre de se hisser au rang de meilleur orateur. Enfin, tout, tant que cela reste dans la légalité, puisqu'aucun propos discriminatoire ne sera toléré. Et pour choisir l'heureux élu, rien de mieux qu'un jury d'exception pour déterminer qui remportera cette victoire. Alors, pour commencer les présentations, j'aimerais parler de celle qui nous a déjà brisé le cœur en nous mettant un plan au prix Jaurès. Mais comme un adolescent naïf, on a continué à y croire. Et notre persévérance a fini par payer, puisqu'elle nous fait l'honneur d'être la présidente du jury ce soir. En plus d'être briseuse de cœur, elle est aussi briseuse de peine, puisqu'elle est avocate au barreau de Toulouse et secrétaire de la conférence 2023, maître Margot Boiteau. Même si demander à un avocat d'être juge, ce n'est pas très malin, comme d'habitude, on le fait 2 fois. Mais nous avons tout de même été assez stratégiques, car notre second avocat est spécialisé dans de nombreux domaines, et notamment dans le droit des associations. Et oui, on n'est jamais trop prudent. Son expertise permettra d'analyser justement les discours de nos orateurs. Maître Alexandre Reclus. Maintenant, si on devait résumer le guide du science-piste ultime, on y trouverait la gourde métallique, le tote bag, mais surtout le journal Le Monde. Alors, pour vous faire plaisir, cher public, il nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Journaliste au Monde et correspondant Occitanie, sa plume est des plus aiguisées. Il est également formateur et animateur de débat, Monsieur Philippe Gagnebet. Gagnant du concours d'éloquence d'HEC, finaliste et prix du public dans les plus grands concours nationaux d'éloquence en 2023, son palmarès ferait rougir les plus grands tribuns. Mais s'il vous plaît, n'allez pas voir les extraits de ses discours, car sinon de nombreux orateurs des tribuns seraient accusés de plagiat. Grâce à ses jeux de mots, il provoque chaque fois l'euphorie de son public, Monsieur Pierre Faury. Je me devais de conclure, sans mauvais jeu de mots, avec la plus grivoise de nos jurés. Ancienne vice-présidente des tribuns, sa présence est symbolique, car elle fait partie de celles qui ont eu l'idée du prix Veil. Également finaliste du concours national d'éloquence en 2022, son humour graveleux a définitivement marqué le public aixois. Télé de la prise de risque et masochiste sur les bords, espérons que nos tribuns réussissent à lui procurer du plaisir, Madame Estelle Griette. Cher public, pour que nos orateurs puissent briller, il vous est bien évidemment demandé de mettre vos téléphones en silencieux et vous-même de le rester le plus possible. D'ailleurs, vous n'aurez pas le temps de parler, vous serez trop occupés à écouter, puisque vous aussi, vous pourrez voter.
Et oui, comme à notre habitude, nous souhaitons aussi vous écouter. Et vous pourrez voter pour votre prestation préférée, le fameux prix du public. Alors, mesdames et messieurs, Damoiselles, damoiseaux, installez-vous bien confortablement. le prix Veille va commencer. Alors pour commencer cette belle soirée, sur le sujet l'enfer, c'est de s'apercevoir qu'on n'existe pas et de ne pas y consentir, à la positive, Clément Laval. La fortune m'a choisi pour commencer. Ainsi soit-il. Je ne vous dirai pas qu'elle a gardé les meilleurs pour la fin, ni même pour le milieu. Ce serait mentir. La fortune a distribué les cartes. C'est maintenant à moi de jouer. Seul as du paquet, je suis Pauline. Admettons que j'existe. Enfin, admettons. Je pense que je suis sûr de mon existence, donc je suis. C'est simple comme Descartes. Ça démarre sur le chapeau de roue, alors attachez vos ceintures, il va falloir vous accrocher. J'existe par le simple fait que je suis en dehors de toute connaissance. Parce que pour avoir l'idée « oh, je suis », il faut d'abord que je sois en premier lieu. Par ailleurs, mon existence se distingue de mon essence. Cette dernière, c'est l'idée. Elle définit le « moi ». Et mon existence distingue aussi du néant. Qui n'a pas d'existence, ce n'est rien. Après ça, on ne va pas trop en parler. Discuter de rien, c'est pas très productif. C'est comme discuter des différents débouchés des études de philo. Quand on va parler, il n'y a rien. Nada. Par ailleurs, l'existence se démarque par le fait qu'elle est finie, qu'elle s'arrête au moment de la mort. Sauf pour Dieu, en théorie, on ne va pas les déranger aujourd'hui. Donc, puisque je suis mortel, je vais devoir trouver un sens à mon existence. J'ai une infinité de choses à faire, et pas une infinité de temps pour les faire. Je vais donc devoir faire des choix. Par exemple, ce week-end, j'ai fait le choix de ne pas sortir pour écouter le discours. À défaut de tremper le biscuit, j'ai trempé ma plume. Faire ce choix a donc contribué à donner un cap à mon existence, à lui donner un sens. Récapitulons. J'existe si. De 1, je ne suis pas rien. C'est bon. De 2, je ne suis pas mort. C'est bon. Et de 3, mon existence a un sens. C'est là que tout se complique. Mais moi, je le sais déjà. J'existe pour vivre. Et quel meilleur moyen que de vivre plus longtemps que de transmettre pour atteindre la postérité. En faisant ce discours, je vous transmets mes blagues et mes pensées, et vous, en retour, vous me transmettez vos rires et votre attention. Ainsi, moi en déclamant et vous en écoutant, nous contribuons tous deux à me faire vivre plus. N'est-ce pas magnifique? Bon, je vais vous dire, il est bien gentil de nous raconter sa vie, mais il s'agirait de traiter le sujet à un moment donné. Mais justement, je le fais. Je pense que dans chaque mot que l'on écrit, on y met un petit bout de soi. Dans ce texte, j'ai mis un peu de moi-même pour faire une grande soupe, avec un peu de philo, quelques bêtises, et ce que vous appelez hors-sujet. Pourtant, moi, on m'a toujours appris à m'approprier le sujet quand j'écris. Alors je l'ai fait, ça n'arrive pas souvent, mais pour une fois, j'ai écouté le conseil qu'on m'a donné. Rien de tout cela n'est hors-sujet, parce que dans l'histoire, le sujet, ce n'est pas cette phrase. C'est moi. C'est moi qui suis le sujet de vos regards, de vos jugements, de votre intérêt. Reprenons. Comme on vient de le voir, j'existe. Or, le sujet est bien, l'enfer, c'est s'apercevoir qu'on n'existe pas et de ne pas y consentir. Je ne pourrais donc pas vous en parler en mon nom. Je vais donc illustrer mon propos par un nouvel exemple. Prenons quelqu'un qui n'existe pas, ou plutôt, qui n'existe que par intermittence. Donc je ne parlerai pas de Manuel Valls, mais bien de Charlie, du Où est Charlie. En effet, tant qu'on le cherche, on ne peut être sûr de son existence. Il n'existe qu'une fois qu'on l'a trouvé. Quelqu'un aurait très bien pu modifier la page pour nous piéger. Il y a de quoi devenir fou quand ton existence est entre les mains d'un enfant de 8 ans qui a pris un livre au hasard dans la bibliothèque. Notre Charlie, c'est un peu le Dupont de Ligonnès de Schrödinger. On ne peut être sûr qu'il existe ou non jusqu'à qu'on le trouve. Pouf, il apparaît, puis pouf, il disparaît. Un peu comme Jean Castex en politique. Alors Charlie, un jour, il en a marre. Il se révolte. Et pour se révolter,
quel meilleur moyen que de s'en aller? Il s'exile du système qui le torture. Charlie s'en va, quitte la page. Après avoir pris conscience de son inexistence, il nous condamne à le chercher indéfiniment. En s'enfuyant, il se matérialise et vient confirmer définitivement qu'il est devenu. Désormais, la lutte pour son existence mettra au premier plan ses relations sociales. En se rebellant, Charlie vise à sortir de son enfermement, à agrandir les limites de son existence. Alors il pousse les murs et élargit la case sur la gigantesque toile de l'espace social. Et pour cela, il doit empiéter sur les cases adjacentes, qui sont déjà occupées par d'autres existences. Face à l'agression, ses voisins cherchent aussi à compenser la caricature faite de leur bulle. Tout le monde pousse dans tous les sens, c'est le chaos, la guerre de tous contre tous. En faisant cette petite révolution, Charlie a tout foutu en l'air. Il a ramené l'enfer sur Terre, pour lui et pour tout le monde autour. Mais mon pauvre Charlie, tu t'es tellement trompé. Exister et vivre sont deux choses bien différentes. Tu t'es imaginé qu'en tournant la page, tu n'aurais plus besoin des autres pour vivre. Quel ignorant. En quittant la bulle, tu es devenu un homme. Or l'homme est un animal, certes, pour certaines, mais il reste un animal politique pour tous. Tu aurais dû le savoir. Tout le monde le sait depuis 2000 ans. Sur la page, tu es de nouveau inexistant. Personne ne te remarque et tu ne fais rien pour, bien que tu en aies conscience. Quand ils te marchent dessus, tu leur sers les pompes. Qu'espérais-tu? Le voilà ton enfer. Auparavant, tu pouvais au moins te targuer d'être regardé. Désormais, tu es condamné à être, mais à n'être personne. En voulant tout renverser, tu vas empirer ta situation. Vu la beauté du sujet, même si quelqu'un avec un fort esprit de contradiction, comme mon contradicteur, essayait de me donner tort, il ne ferait que rajouter une négation quelque part dans la phrase pour essayer de vous convaincre d'à peu près la même chose que moi. J'ai donc inévitablement raison. Ensuite, vous allez voir passer 5 autres orateurs qui essaieront de m'arriver à la cheville, mais navrés de briser le suspense, ils n'y arriveront pas. Vous pouvez dès à présent vous en aller. Je suis le marteau qui vient enfoncer le clou du spectacle. Enfin, Charlie, je finirai ma phrase en te contant une morale. En effet, il y a un enseignement à tirer de mes palabres. Au lieu de te révolter que personne ne t'ait trouvé, il faudrait commencer par te trouver toi-même pour construire ton propre paradis. Même si tu te crois en enfer car personne ne t'a trouvé pour l'instant, ça n'empêche pas qu'une paire d'yeux peut être en train de te chercher. Car si l'enfer, c'est les autres, alors le paradis, c'est toi. Sur le même sujet, à la négative, Théo Birbon. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Au fond, je ne sais pas. J'avais déjà consenti qu'elle n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne me souviens plus. Cela m'épargnera au moins l'enfer d'être ému. S'apercevoir qu'on n'existe pas, comme le firent mes neurones proches du trépas, quand surgit ce sujet devant moi. Sorti des entrailles du cerveau maléfique d'un Frankenstein de l'éloquence, me voilà revenu au temps maudit des rêves alambiqués de nos chers confinements. Désireux de ne pas vivre l'enfer, me voilà alors prêt à refuser de consentir à concourir, quitte à périr en martyr, à évoquer une gastro pour ne pas me présenter, un peu comme un exposé un lendemain de soirée. Alors, prêt à être le capitaine déserteur d'un naufrage annoncé, je prenais le gouvernail d'une dernière lecture fatidique. L'enfer, soit l'un des pires états de l'âme humaine, serait causé par la prise de conscience d'une réalité simple, celle que nous n'existons pas. Nous serions tous les têtes de Toy Story, refusant notre condition de jouet de l'existence pour prétendre à un destin supérieur. Une conclusion absurde et une lecture amoindrie du courant éponyme. Car si notre existence n'a pas de sens, cela ne l'empêche pas
d'avoir de l'importance. Et pendant 7 minutes, cher contradicteur, cher Clément, vous avez pris avec ardeur, et pour notre grand malheur, le parti de faire d'une citation du passé un éloge du passif. Vous avez pris ce pari malhabile de ne pas exister pendant 7 longues minutes, laissant un vent futile faire grincer le pupitre des mauvaises proches de votre épître. Vous avez fait le pari de ne pas exister ce soir. Vous avez cherché pour vous le paradis, mais vous avez laissé au public entrevoir un enfer de sottises et d'ennui. Tel un député RN au Parlement européen, vous avez fait un choix, l'absence, une politique, l'inexistence. En un mot, vous avez joint la parole à l'acte, et je vous en félicite pour le sujet. Mais Clément, en éloquence, nulle clémence pour ce genre de comportement. Car, cher public, l'enfer, ce n'est pas refuser que nous n'existons pas. L'enfer, c'est de nous résigner à ce trépas, d'accepter le déterminisme des berceaux et la banalité du tombeau. Accepter notre inexistence, comme vous le proposez, cher contradicteur, c'est laisser le dernier mot aux tyrans, aux oppresseurs, à ceux qui affirment que nos vies n'ont aucune valeur, aucune matérialité. C'est laisser les ombres de la violence, d'Ukraine en Russie, de Gaza en Libye, étouffer les cris de souffrance sous des tombereaux de violence. Simone Veil, pas celle du concours, celle du W, voudrait que nous ne gardions pas ce souhait d'exister, que nous consentions à entrer dans le néant pour ne pas finir en enfer les pieds devant. Mais parfois, une simple lettre, même aussi rare qu'un W au Scrabble, fait toute la différence entre la sagesse et l'ignorance. D'Einstein à Weinstein, seul un W sépare le monstre de science du monstre de chair. Ironiquement, celui de Woman. Celui-là sera personnel. N'existe pas, m'ont intimé ses enfants à l'arrêt de bus, avant de briser à terre mes lunettes et mon estime de moi. Vous savez, cher jury, certaines blessures ne se réparent pas aussi facilement qu'une paire de lunettes ou que la carrière politique de Manuel Valls. N'existe pas, m'ont dit ces ados au collège pendant 4 longues années. Clodo, ferme ta gueule, un télo. Ah, les joies de l'adolescence, les joies de l'innocence et les joies d'un professorat complice de défendre la réputation de son établissement. N'existe pas. Ne crie pas! Sois un gentil garçon, a dit cet animateur trop câlin à mon compagnon de chambrée, tandis que dans le noir de la chambre d'à côté, je me taisais, inconscient, mais terrifié. N'existe pas, c'est ce mot que vos harceleurs, vos contempteurs, tous ceux qui voudraient vous faire taire, vous demandent. Un peu de paradis contre l'absence de vos cris. Nous devons pourtant exposer au grand jour, pour tous ceux qui ont souffert, les ombres rampantes d'une telle philosophie. Alors, cher public, je ne vous ferai pas l'outrance d'une leçon d'histoire pour vous narrer les centaines de combats de celles qui ont refusé de ne pas exister. Cher jury, je ne vous ferai pas une leçon de mémoire pour saluer les esclaves qui se sont levés contre les maîtres, niant l'existence de leurs droits et de leur humanité. Chers science-pistes, je vous sais érudits de temps en temps. Je ne vous ferai pas l'outrance d'une leçon de devoir en vous rappelant que l'espoir de toute démocratie, c'est que l'armée de nos inexistences puisse exprimer une volonté commune de changer nos vies. Je vous fais simplement ce soir une suprême outrance, quitte à finir en enfer, celle de clamer mes lambeaux d'existence. Alors oui, encore aujourd'hui, on me dit parfois qu'il vaudrait mieux que je n'existe pas, que mes smileys sont insupportables, que je répands le sel autour de moi. Mais elle m'a dit il y a quelques années qu'il y avait un peu de bon à ce que j'existe. Et depuis, j'ai redonné un sens à certaines parties de ma vie. Oui, cher public, votre vie est absurde. Oui, cher jury, nous ne changerons pas le monde. Mais vous n'êtes pas obligés de souffrir l'enfer ici-bas en silence. Ce soir, face au pupitre,
5 orateurs et oratrices de talent, désolé Florian, je t'en devais bien une, ont fait le choix d'exister. Alors, laissez leurs paroles vous inspirer. Et vous-même, affirmez votre droit de ne pas vous effacer. Oui, existez et enivrez-vous sans trêve à la liqueur de vos rêves. Soyez l'étranger d'un monde sans saveur. Soyez ces révoltés qui luttent contre le malheur. Et si, pour cela, nous devons connaître l'enfer, alors nous pourrons dire que ce soir, nous aurons goûté à un peu de paradis sur terre. Ensuite, sur le sujet « Un homme sur deux est une femme », à la positive, Nathan Roux. Mesdames, messieurs, mais surtout mesdemoiselles, bonsoir. J'étais la semaine dernière à l'amicale des platistes de Haute-Garonne, et ils ont pu me confirmer que pour eux, effectivement, même la Terre est moins plate que ce sujet. Alors, laissez-moi vous prévenir avant que fondent sur moi les critiques. Certainement, oui, je suis féministe. Je souhaite profondément l'égalité homme-femme. Je préfère vous le dire maintenant parce qu'après vous risqueriez de ne plus me croire. Car ai-je la moindre légitimité pour en parler? Moi qui ne connais que vaguement le nom d'Olympe de Gouges, moi qui n'ai jamais pris place dans la moindre manifestation, et moi qui ai séché tous les cours d'enjeux du genre pour aller manger en avance le mardi midi. Alors soyez prévenus, je dirais beaucoup d'idiotie, mais avec une naïveté et une bienveillance à toute épreuve. Alors oui, un homme sur deux est une femme. Du moins à peu près, puisque la communauté non-binaire a récemment quelque peu faussé le calcul, mais qu'importe. Je suis sûr que vous me permettrez l'approximation pour les besoins du discours. Les médecins sont formels. Les gamètes font les gammes mâles et femelles. Un enfant sur deux naîtra avec quelque chose en plus, du moins entre les jambes. Et une fois sur deux, un père criera « C'est un garçon !» avec l'exact même enthousiasme qu'il aurait eu si c'était une fille. Oui, un homme sur deux est une femme. Et c'est sans doute la seule règle qui exista de tout temps et partout dans le monde. Sauf peut-être en Thaïlande où une femme sur deux est un homme, mais je m'égare. Une chose ne m'a pas échappé lorsque la véracité de cette citation me frappa. Si un homme sur deux est une femme, et que je suis un homme, il existe donc pour moi une femme à mon image. Mais où es-tu, ma plus simple? Ma paire, ma moitié, mon être aimé, moi qui n'ai tiré que des traînées aux étreintes nues et qui éreinté en regretterait d'être né? Oui, je te cherche partout, toi que Dieu m'au-delà de la glaise, que j'emmènerai un jour à l'église. Je te cherche avec la rage des désespérés, des désemparés. Comment en accepter une autre? Comment me satisfaire de son imperfection quand je sais qu'il existe une solution pour cette équation à une inconnue? Moi-même, je n'ai pas pu être la moitié de tant de femmes. Et je ne veux plus avoir à causer la peine d'une amante sous la pleine lune amande. Je refuse de me lancer les yeux fermés, vivre l'échec d'un couple heureux qui devient un couple heuré quand tombe le couple heuré. Je refuse une passion qui digresse, comme une passagère ivresse, à un amour qui crie grâce qu'on le laisse. C'est sûrement pour ça que j'ai multiplié les rendez-vous platoniques et les relations platoniques, car je te cherche toi, l'unique, celle qui me fera vivre chaque jour comme le refrain d'une chanson d'amour, ou tout simplement le couplet et sa rime. J'ai maintenant fini cette mièvre et désolante parenthèse de romantisme suranné, et les plus perspicaces d'entre vous auront saisi que j'étais célibataire et que mes DM étaient ouverts à bon entendeur. Si un homme sur deux est une femme, vous avez sûrement un terrible avantage, mesdames. Car si un homme sur deux est une femme, les hommes, eux, ne le seront jamais. Et les autres hommes, eux, ne le seront jamais. Ils n'auront donc pas la moindre de vos qualités. Ils resteront rustres, grossiers et vulgaires, et jamais ils n'auront la chance, ne serait-ce même que d'approcher, d'entrevoir la perfection des traits dont on vous affuble. Oui, un homme sur deux n'aura jamais votre tendresse, votre grâce, et surtout votre capacité à nous toucher en plein cœur, à nous piquer à vif. Mais si un homme sur deux est une femme, cela veut aussi dire que chaque femme est un homme, et donc qu'elle en a les qualités. Que chacune d'entre vous, mesdames, a cette force et cette audace, ce courage et cette volonté de changer les choses, cette volonté qui fait naître les révolutions et tomber les empires. Si l'humanité se sépare entre mes femmes,
vous êtes sans aucun doute la meilleure moitié des deux. Et même si c'est pas une compète, vous êtes la plus complète, la plus parfaite. Certes, chacun de nos genres a son domaine réservé. Oui, nous avons la chance merveilleuse de pouvoir uriner debout, tandis qu'après tout, vous n'avez pour vous que la capacité de faire naître un être humain. Bien peu de choses au final. Dieu que la nature est inégale. Mais cher public, si la nature transgresse cette égalité parfaite, un homme, une femme, la société fait pire. Car si Dieu, l'évolution ou je ne sais qui, nous a créés en si parfaite harmonie, qu'est-ce qui justifie que sur le marché de l'emploi, une femme vaut 86% d'un homme? Qu'est-ce qui justifie une société sans satiété, repoussant la sororité de celles qui souhaitent s'affirmer? Qu'est-ce qui justifie un monde tolérant les pères siffleurs et les mères sifflées? Oui, je prie pour qu'un jour, ce discours n'ait plus lieu d'être. Que le MLF dépose les armes parce que le combat a été gagné. Que les cortèges s'arrêtent et que l'âge des slogans soit dépassé. Parce que le message a plus qu'été entendu, il a été compris. Oui, cher public, à défaut d'être un grand connaisseur des thèses féministes, je pense que vous l'avez remarqué, j'espère avoir réussi à vous montrer un peu de ma profonde admiration pour la gente féminine. Pour tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle n'est pas. Pour tout ce qu'elle veut être et pour tout ce pourquoi elle se bat. Oui, je prie pour que si Simone Veil m'entend, elle ne soit pas révoltée, qu'elle comprenne. J'ai traité l'évidence de mon mieux et j'espère que mon manque de connaissances, mon humour discutable et ma vulgarité n'ont pas entravé ma pensée. J'ai fait ce que j'ai pu pour m'éloigner des influences masculines, toxiques, qui nous semblent résumer la pensée de la femme qu'à la maxime « j'éponge donc j'essuie ». Alors pour conclure, j'aimerais vous remercier. D'abord toi, cher public, que je conjugue au singulier malgré ta mixité, parce que tu es le témoin que les hommes et les femmes en ton sein ne forment qu'un. Ensuite vous, cher jury. 3 hommes, 2 femmes, encore un petit effort de parité, et les féministes atteindront le fou rire. Enfin, à ma contradictrice. Seule femme d'un concours déséquilibré, tu sauras parler de ce sujet avec 1000 fois plus de précision, d'engagement et de véracité que je ne l'ai fait. Merci. Merci à toi, et merci à vous, mesdames, d'exister. Car ce n'est qu'ensemble que nous la formons, l'humanité. Sur le même sujet, il est maintenant temps d'écouter à la négative Sophie Hennuyer. Un homme sur 2 est une femme. Quelle bêtise. Une femme face à 5 hommes en finale du privé. Veuillez ne pas dire d'idiotie. Je suis la seule ici qui représente la gente féminine. Malgré toute la reconnaissance que je lui dois, laissez-moi vous dire que le MLF ici se fourvoie. 2 hommes sur 2 sont des hommes, et un homme sur 2 ne méritera jamais d'être une femme. Oui, ce slogan, bien que repris par les féministes, nous mène sur la mauvaise piste. Qu'il fasse référence à l'humanité ou au mal, le terme homme est mal choisi. Prenons ensemble cette phrase en admettant le terme homme au sens de l'espèce humaine. Pourquoi pas? 50,4 êtres humains sur 100 sont des femmes. Les calculs sont plus ou moins bons, Kevin. En revanche, le terme homme que l'on emploie, lui, ne l'est pas. Le genre masculin a le prestige d'incarner l'humanité. Et sa petite femme? Non, elle reste au second plan, certainement à la cuisine ou en train de torcher les enfants. Là, vous vous dites, sûrement, encore une néo-féministe qui voit du patriarcat partout, oui, qui nous suit encore aujourd'hui. Alors, 1789, je peux comprendre. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen concernait les hommes. Pas de droit de vote pour nous, les femmes, à l'époque. 2024, ça suffit. Je vous en prie, changeons de disque. La déclaration des droits de l'humain, au moins. Il suffit juste de bien nommer les choses pour éviter les amalgames, qui laissent inscrit
dans nos esprits de vieilles croyances sur notre absence. Mais non, le constat est là. L'homme, au sens de l'homo sapiens, incarne encore et toujours la domination masculine sur nos sociétés. Et c'est en ce sens que la phrase « un homme sur deux est une femme » pose problème. Elle incarne la continuité d'une société où les femmes sont dominées, au point de chercher leur apparition quand on parle d'humanité. Mais il n'y a pas de raison que l'on peine à se reconnaître. Hommes et femmes demeurent le même être. Un animal politique doué de logos sur deux est une femme. Quitte à rejeter la modernité, d'Aristote, le MLF aurait pu s'inspirer. Intéressons-nous maintenant à l'autre interprétation que l'on peut faire de cette phrase. Un homme sur deux est une femme. Parmi les hommes qui se sont toujours sentis et revendiqués comme tels, il y aurait 50% d'entre eux qui sont des femmes. J'aimerais bien croire en cette légende. Cela voudrait dire que la moitié des hommes, eux aussi, touchent un salaire inférieur de 4% comparé à leurs collègues. Cela voudrait dire que la moitié des hommes, eux aussi, peinent à être embauchés, au risque de connaître une paternité dans la vie. Cela voudrait dire que les hommes, eux aussi, bénéficient du monde à moiseaux, jusqu'au jour où une femme lui passera l'anneau. Cela voudrait dire donc que l'on est dans une société patriarcale ou simplement pas patriarcale. Mais c'est super! Un homme sur deux comprend alors ce qu'une femme subit dans sa vie. Il a les épaules suffisamment robustes pour affronter le quotidien au féminin. Non. Non. J'ai du mal à croire que il se doute de ce que ça fait de se faire aboyer dessus dans la rue, place du Capitole précisément, par une race de chiens plutôt particulière, la sienne. En même temps, ils me disent qu'il était 2 heures. J'étais seule, que je portais une jupe. J'ai du mal à croire qu'il comprend la pression d'être une seule face à des hommes, autour d'une barre de métro, d'une table, d'un pupitre, s'inventer un courage et une légitimité pour s'approprier le peu d'espace qu'il lui laisse. J'ai du mal à croire que c'est ce que ça fait d'avoir une mort sur la conscience. T'as tué un enfant? Tu te rends compte? Même pas l'occasion de connaître sa maman. Tu baisses sans assumer les conséquences, t'es une salope en fait. Si seulement la moitié des hommes pouvaient comprendre comment se forgent les épaules d'une femme pour affronter la rue, pour affronter l'hôtel Mercure, pour affronter la maternité, faire face aux hommes et leur société, tout ça pour un XX qu'on m'a attribué, un genre dans lequel je me reconnais. Chaque femme ressent cette domination ou s'en est affranchie. Car la domination, comme une vieille ennemie, on la rencontre, on apprend à la connaître, on partage un bout de chemin avec elle. Puis elle nous étouffe, elle nous oppresse, on ouvre les yeux sur son immoralité, alors on cherche à s'en séparer. Mais comment dénoncer cette vieille ennemie si l'on est effrayé à l'idée de la rencontrer? Un homme sur deux ne veut pas connaître la domination d'une femme. Ça dérange bien plus que la moitié d'entre eux de se faire pénétrer, par exemple. Non mais quoi? Je vais pas me mettre à 4 pattes pour que tu touches ma prostate, c'est hyper humiliant. Nous, les femmes, se faire humilier, dans ce cas, on connaît, et notamment sur l'oreiller. On se fait prendre par devant, par derrière, par la bouche, tous les trous sont comblés. Et cette démonstration masculine se finit souvent sur notre profil, ou dans notre nombril. Monsieur a mauvais goût, mais veut en mettre partout, étaler sa virilité et sa puissance invétérée. Mon petit doigt m'a dit que, pour refuser la soumission, comme une femme le connaît, on lui a interdit d'entrer. Voilà une preuve qu'un homme sur deux n'est pas, et n'a pas envie, d'être une femme. Car il s'agirait pour lui de pouvoir l'assumer. À 50% des hommes qui m'écoutent aujourd'hui, j'espère que vous en finirez déconstruits. Faute d'avoir envie d'être des femmes, écoutez notre combat et nos larmes.
ensuite sur le sujet « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal » à la positive Florent Brunet. Pour ce discours, j'ai l'impression de n'avoir rien à dire. Et oui, depuis une semaine, c'est la panne totale. Le blanc intégral, le vide abyssal. J'ai dû m'y résoudre, Hannah Arendt ne m'inspire rien. Mesdames et messieurs, face à ce constat, devant vous ce soir, j'accuse le vide de ma pensée. Et oui, depuis bien trop longtemps, celle-ci décide arbitrairement qui, du raisonnement futile ou capital, va m'accaparer le plus de temps. Cher jury, devant vous ce soir, un étudiant inadapté au sujet prédéfini, ne cessant de penser trop, de penser bancal, de penser mal. Pourtant, ma pensée n'est pas vide, bien au contraire. Elle est incontrôlable et explose aléatoirement. Elle est en mouvement constant. Elle me dépasse et j'abandonne souvent de guerre lasse. D'ailleurs, souvent celle-ci jaillit au pire moment. Imaginez, je suis devant mon partiel d'histoire en train de désespérer sur les démocraties inexistantes du 19e siècle. Je dois écrire mon plan, j'en suis conscient, et pourtant, durant ces 3 heures, j'en étais toujours à essayer de ne plus penser à mon avenir, à mon enfance, à ma famille, à mon ex, à mon chien, à mon prochain appart, au dîner de ce soir, au prochain attentat, à mes amis, à ma future carrière, à mon prochain pétage de câble, à la dernière fois que j'ai pleuré, et au goût du tiramisu au café. Autant vous dire que j'ai eu 7,5, avec pour commentaire français très défaillant. Le vide de la pensée, c'est la mort. Son trop-plein, c'est l'enfer. Mais on doit faire avec. Alors, j'attends la nouvelle crise de pensée impromptue. Bien sûr, celle-ci arrive promptement. Je suis coincé dans un cours d'économie surchauffé et je pense à la vie que j'aurais pu avoir. Dans mes rêves, je me serais barré. J'aurais abandonné sans rien laisser. J'aurais été en stop au Népal, en Inde, en Thaïlande. J'aurais vécu 1000 vies. J'aurais eu 1000 passions, 1000 surnoms. J'aurais tout réinventé, tout le temps, partout, chaque matin. J'aurais été heureux, libre, amoureux. J'aurais été moi. Pourtant, le réveil est un monstre cruel et froid. Il me rappelle que je suis enfermé dans cette saleté de société. Dans 2 semaines, ce sera les partiels. Dans 4 ans, une vie professionnelle. Dans 8, le burn-out. Puis ce sera les enfants, les dettes, la dépression, le divorce, l'alcool, les croisières pourries en Finlande, les enfants qui ne parlent plus, une maladie grave, l'hôpital, une chambre vide, la mort, et enfin l'enterrement sous la pluie. Bref, je déteste l'économie. Mesdames et messieurs les jurys, chère assemblée, face à cette vérité, je vous le déclare, on ne pense jamais assez. Dès lors, je vous en prie, fuyez, fuyez cette société qui empêche toute singularité, fuyez le bruit permanent, les sollicitations incessantes, les tentations avilissantes. Pensez pour vous libérer des convenances et des fausses connivences. Trouvez un sens, brisez le rouage et devenez colère. Révoltez-vous, hurlez, bataillez, soyez insupportables par pitié, mais banal jamais. Le mal, c'est notre miroir qui ne nous convient jamais assez. Le mal, c'est le jugement de celui qui a tout eu pour lui. Le mal, c'est Photoshop qui gomme, qui écrase, qui rend fade. À force de se chercher, on s'est perdu au milieu d'une foule aveugle. Comme moi, chère assemblée, on vous a condamné
à la banalité. Ensemble, nous sommes devenus nos propres clichés et à force, nous ne sommes que de pâles photocopies ratées, incapables de penser. Toute résistance est vaine, car nous sommes englués. Sur Instagram, il faut poster, pas trop, sinon ça fait ringard, un peu, sinon ça fait bizarre. À la maison, il faut cacher ses opinions, à la fac, il faut les conformer, à l'extérieur, il faut les adapter sans cesse. Et on s'enferme, jamais assez, alors on vit dans le regard d'autrui. On s'y noie, on s'y complaît. Que pensera-t-il de moi? Ai-je trop parlé? Pas assez. Aime-t-il ma façon de m'habiller, de penser, de danser, de manger même, que sais-je? Cher jury, soyez-en informés. Ce soir, vos différents jugements me laissent indifférent. Prenez ce que je suis et contentez-vous-en. Pour moi, plus de filtres, ni d'autocensure. Je suis moi-même. Je m'aime. C'est décidé. Ce soir, je supprime Instagram. Je ne suis plus mes photos, mes stories, mes sourires truqués, mes émotions falsifiées, mon nombre d'abonnés. Ce soir, j'assume mes opinions. Je les hurle s'il faut pour que plus personne ne m'enferme dans une cage que je n'ai pas choisie. Alors oui, je suis sensible, créatif, joyeux. J'adore l'automne, la chanteuse Pomme, les couchers de soleil, le sable fin, les chiens, le bruit des feuilles au printemps, les concerts en plein air, l'odeur des pages de livres et le chant des oiseaux. Voilà ce que je suis. Je l'ai pensé, je l'ai choisi. Alors, aujourd'hui, oui, c'est terminé. Je brise le verrou et je balance la clé. Cher jury, je vous l'annonce, j'aurai une vie pleine et entière. Peut-être ne sera-t-elle pas simple, mais au fond, je l'accepte. J'irai au Népal si je veux, je serai philosophe si je veux, écrivain, activiste. Je serai moi-même. J'aurai mal, j'aurai peur peut-être. J'aurai une vie bancale, oui, mais avec une pensée, une seule. Je suis aimé. Et ça, c'est pas si mal. Et maintenant, pour terminer cette belle soirée, sur le même sujet, à la négative, Florian Marion. « 8400 secondes haletantes, 140 minutes d'émerveillement tragique, de frissons, de peur, d'espoir et d'émotion. Hélas, je ne relate pas ici le piteux, très piteux, compte-rendu de mon grand oral international, mais une histoire. Celle d'un fils d'esclave, pilote de course, qui rencontre par hasard un jour un moine, un peu fou, qui le kidnappe pour l'enfermer dans un temple. Il n'a plus le droit alors d'aimer et consacre ses journées à lire, s'entraîner, méditer. L'esprit bien rempli, donc, il tombe hélas sur une fille de 15 ans, son aîné, tombe amoureux, bien sûr, se rebelle un peu, n'écoute plus son maître, se marie en cachette. Mais voilà, il devient méchant à coups d'amour mal maîtrisé et de fréquentation un peu douteuse. Rien ne va plus, il s'emporte, défie tout le monde, les tue toutes et tous, même son amoureuse, se croit invincible, affronte son ancien maître, saute au-dessus de la lave pour laver l'affront, se loupe, glisse, brûle. Oui, pour résumer, Star Wars, c'est un apprenti moine qui tombe amoureux et devient complètement fou. Parce qu'Anakin devient Dark Vador, non parce qu'il est bête, mais parce qu'il aime. Dark Vador redevient Anakin, non parce qu'il a lu, mais parce qu'il aime. L'amour est la clé de voûte de la lointaine, très lointaine galaxie. L'amour tue, l'amour résout, là où l'esprit, aussi rempli qu'il soit, ne peut rien. Le mal s'inscrit donc dans la maladie d'amour que les fous tentent de vous faire croire qu'elle est contrôlable. Non, l'amour ne se maîtrise pas à coup de connaissance. Il s'enfuit, se cache, mais jamais ne se dompte. Tentez de maîtriser vos sentiments et vous deviendrez fou. C'est là l'adage du poète qui a compris, lui, le problème. Le stoïcisme est donc mort, vaste piège commercial pour vous forcer à acheter des livres où c'est cool d'être un rocher. Mais puisqu'il est clé de voûte, l'amour provoque le mal lorsqu'on en a trop, mais aussi lorsqu'on en manque. Perfide,
Il s'engouffre dans la peur, la frustration, la blessure ou l'abandon. Il s'établit par exemple dans le creux de nos désirs refoulés. Une école d'art autrichienne vous refuse l'entrée et vous voilà à la tête d'une colonne de chars prêts à vous venger. Mais plutôt que ce trivial exemple, on tiendrait davantage à l'héroïne tragique, antique par excellence, Phèdre. La fille de Minos et de Pasiphae sent bien qu'un mal la consume de l'intérieur sans qu'elle ne puisse rien y changer. Ce mal, innommable, prend les traits d'Hippolyte, son beau-fils. Loin de ne pas suffisamment penser, l'héroïne de Racine se sait, au contraire, manipuler. Une marionnette sans vie donc, mais bien lucide. Elle se lamente ainsi, en début de pièce, qu'elle a importunément, en formant tous ses nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Phèdre ne peut plus vraiment agir comme elle l'entend, et elle le sent. Son mal ne vient donc pas qu'elle ne pense pas assez, qu'elle ait l'esprit trop vide. Et c'est là sans doute le vrai tragique. Être pleinement conscient du mal que l'on fait aux autres et à soi, du mal qui est en nous. Elle comprend donc que son mal s'enracine de la main de ce dernier, l'auteur, mais aussi et surtout de sa malédiction incestueuse. Oui, voilà, j'ai prononcé le mal, il fallait bien qu'il s'extériorise. Phèdre ne souffre réellement de sa malédiction qu'une fois qu'elle prend vie dans la parole. Ici, penser le mal, c'est le faire exister. Et elle réfléchit, Phèdre, elle se triture l'esprit, ne dort plus, prend le problème dans tous les sens. Elle pense, Phèdre, pense à la morale qui lui interdit son amour, pense à la malédiction de sa famille, pense à la meilleure démarche à suivre. Elle agit, Phèdre, est odieuse avec Hippolyte, l'exile même hors de ses murs. Lorsque son mari, Thésée, se fait berner et croit que c'est Hippolyte qui voue cet amour incestueux, Phèdre va même pour se dénoncer, ordonnée par la pensée. Le vrai monstre, c'est elle. Mais lorsque Thésée, qui hélas ne se tait pas assez, lui dit qu'Hippolyte en aime une autre, Phèdre devient jalouse. Elle tait ses aveux, condamne son amoureux. N'a-t-elle pas suffisamment pensé? Était-elle condamnée à agir en héroïne tragique, manipulée par les dieux tout-puissants? Je crois qu'au contraire, elle n'a jamais été aussi humaine. Son esprit, bien rempli de vertus, a brusquement cédé face à la passion et ses assauts imprévus. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, disait Louise de l'abbé, mais écoutez donc la suite, moins connue mais bien plus advenue. Ainsi, amour inconstamment me mène et, quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Oui, amour inconstamment me mène, sans y penser, je me trouve hors de peine. J'en reviens donc au début de mon discours. L'amour comme clé de voûte de notre vie cathédrale. Sentiment suprême, à l'origine de tant de mots, de tant de problèmes. Sentiment suprême, à l'origine de tant de mots, de tant de poèmes. L'amour détruit, l'amour répare. Ambivalence sacrée que l'esprit, rempli ou non, ne peut qu'accompagner. Alors, laissons nos esprits vides. Libérons-les des pensées parasites qui font résonner le mal et ses doctrines. Le vide de l'esprit, c'est la méditation, la pure contemplation. La paix intérieure n'est pas un mythe, mais elle nécessite 2 ingrédients. Apprendre à ne penser à rien, c'est un exercice, croyez-moi, et adorer plus que tout notre seule compagnie, pour ne pas chercher à la fuir dès que l'on se retrouve seul. Alors, puisque l'amour décide de tout, que notre pensée soit vide ou absente, prenons tous ensemble le pari, non de le maîtriser, mais de l'accepter. Prenons le pari fou, non de réussir là où tous les sages ont échoué, mais de prendre le problème autrement. Nous aimerons toute notre vie, nous aurons mal tout autant, alors soyons fiers de nous aimer, plutôt que d'être satisfaits de ne plus souffrir. Nous ne ferons pas disparaître le mal, alors apprenons au moins à l'affronter, à le combattre. J'irai moi-même dompter l'amour, premier de mes 12 travaux. J'irai m'aimer comme un fou et comme le soldat que je deviendrai bientôt. Je deviendrai ma muse, mon meilleur ami, mon meilleur amant, et me prêterai volontiers toutes les qualités que je me trouverai alors. Et tant pis si je vous ai apparu l'esprit bien vide ce soir. J'aspire à être imbécile d'amour, imbécile de jeu, imbécile d'insouciance. J'irai sous un arbre méditer, l'esprit bien vide, à un fleuve à contempler. Le mal viendra, il guette toujours nos faux pas, me présentera ses solutions faciles et rapides. Je déclinerai, non avec l'esprit rempli donc, mais avec l'âme comblée, l'âme enivrée de vin, de poésie, d'amour, de vertu, à votre guise. Merci à tous d'avoir bien écouté. Vous pouvez maintenant voter pour votre prestation préférée, qui sera donc le prix du public. Et cher public,
surtout à ceux qui viennent souvent nous voir à nos événements. On sait que le temps de délibération peut être long, donc on vous a prévu une petite surprise. Des musiciens vont aller se préparer pour vous jouer leur musique pendant tout le temps de délibération. Voilà, merci. J'ai fait passer derrière. Attends. Love.
Du coup, je passe et je fais le discours de secours. Putain, ça c'est sur la vidéo. C'est génial.
On va se jouer deux derniers morceaux. Voilà. Alors, à la guitare, Louis Lagarde.
moment. Vous avez décidé, alors autant l'annoncer tout de suite. Le prix du public de ce soir sera Sophie Nuillet. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à notre cher jury qui a lui aussi délibéré. Alors déjà, je pense qu'on peut tous vous féliciter pour la qualité de vos discours qui étaient franchement très très chouettes ce soir, très riches. Et après avoir réalisé l'âge que vous avez, franchement bravo et félicitations parce que c'était vraiment une très belle soirée. Et donc après avoir utilisé ces 30 minutes de délibéré, après avoir longuement discuté, il n'en reste qu'un. Comme vous pouvez vous en douter, et comme un homme sur deux est une femme, Nathan Rouge. Voilà, les résultats ont été annoncés. J'aimerais juste dire un dernier, ou 2 ou 3 derniers mots. Et promis, après, on vous laisse partir. Déjà, merci aux jurés. Vous avez été exceptionnels. Vous avez très bien délibéré. On est tous, je pense, très satisfaits du résultat. Et merci infiniment à vous, cher public. Vous êtes toujours aussi nombreux à chaque événement. Et celui-là, il nous tenait particulièrement à cœur. C'est la première édition et tous les ans, il y aura un prix veille. Donc on vous attend nombreux à chaque demi-finale et à chaque finale. Merci infiniment.